Bonjour, faut-il rappeler que l'agresseur de Claire Géronimi était déjà sous le coup de 3 OQTF, c'était en novembre 2023. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle qu'il y a aussi Philippines. Il était sous le coup d'OQTF et là nous avons 3 dames qui sont agressées dans le métro par un Malien, encore une fois sous OQTF. On dit sur la sécurité dans les transports en commun, on a attendu le métro hier soir, je vous propose d'écouter quelques réactions. On est pays des droits de l'homme, c'est quand même grave se dire il y a beaucoup de femmes qui ont peur de prendre le métro. Multirécidiviste, évidemment, tout comme l'était l'agresseur de Philippines, tout comme l'était l'agresseur récemment de Madame Géronimi. Donc on peut continuer une liste sans fin pour dire à Monsieur le garde des Sceaux, enfin l'ex-garde des Sceaux, Monsieur Moretti, qu'il ne s'agit pas évidemment d'un sentiment d'insécurité, que les femmes ont la plupart du temps de plus en plus peur, en tout cas, de sortir seules ou en tout cas à une heure tardive dans les transports en commun. Et faut-il rappeler, pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, que 62% des agressions en Île-de-France sont le fait d'étrangers. Faut-il rappeler, je répète, que 62% des agressions en Île-de-France sont le fait d'étrangers. Que je sache, c'est ce qu'on appelle une surreprésentation, puisque les étrangers ne sont pas 62% en Île-de-France. Que dit ce chiffre? Alors ce chiffre dont on ne veut pas entendre parler, que Manon Aubry ne veut pas entendre, évidemment, la LFiste qui dit que le vivre ensemble est fantastique et qu'il faut arrêter de brainwasher le cerveau des Français. À cause de ce phénomène d'insécurité, elles ont changé leur habitude. Certaines ne sortent plus ou changent leur manière de faire. La société de vigilance aussi, de mettre une bombe lacrymogène dans son sac, parfois d'être dans l'illégalité. C'est illégal. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est vrai qu'on met malheureusement en insécurité aussi ces personnes qui veulent se défendre parce que on n'a plus la capacité réellement de pouvoir assurer leur protection malgré le déploiement massif de fonctionnaires de police dans les réseaux des transports. Mes collègues sont extrêmement compétents. D'ailleurs, on a vu comment ils ont pu interpeller rapidement cet auteur de cette tentative d'assassinat sur ces 3 femmes. Mais encore une fois, nous remettons ces individus à la justice, mais la justice n'est plus capable de faire face à cette déferlante, à cette vague de criminalité qui s'abat sur notre pays. C'est un tsunami. Si vous voulez, la justice est elle ne peut plus être donnée sereinement, enfin elle peut plus puisqu'elle n'a pas de moyens elle-même, elle n'a plus de capacité, si vous voulez, il n'y a plus de place en prison. Non, mais c'est pas qu'une question. Alors je vais vous dire, c'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de doctrine. On a un garde des Sceaux qui en un an a secoué un cocotier qui depuis des années ne bougeait pas. Et à chaque fois que vous avez Gérald Darmanin qui veut aller un peu plus loin, il fait face il y a une fronde anti-garde des Sceaux parce que il est suspecté de mettre en danger l'état de droit. Parce que ça serait CNews et le JDD, un journal du dimanche qui bien sûr montrait la tête des personnes pour pouvoir bien sûr les influencer à voter du côté de l'extrême D. Nous avons aussi Marine Tondelier. On pourrait dire qu'elle est LFiste, enfin elle est écolo LFiste, on va dire, écologiste LFiste, qui... face à Marion Maréchal l'autre jour a encore dit que tout allait bien en France et que c'était encore une fois toujours le travail de l'extrême D de monter la tête des Français alors qu'il n'y avait absolument aucun... Enfin en gros elle nous a dit que l'immigration était une chance pour la France, toujours face à ce fameux discours. L'autre sujet dans le sujet, c'est évidemment, si on prend de la hauteur, c'est la sécurité dans les transports en commun. Et c'est un sujet qui touche tous les Français, qui touche toute la France, la sécurité dans les transports en commun. À 14h, nous vous proposerons ce documentaire sur CNews et je vous invite à le voir, ce documentaire sur l'insécurité dans les transports en commun, l'insécurité sans arrêt. Il y a quelques semaines, Gauthier Lebret avait proposé une édition spéciale, vous savez, sur la sécurité dans les transports en commun.
Ça faisait suite à cette agression sexuelle dans le RER. Un homme qui avait tenté d'agresser sexuellement une touriste brésilienne dans le RER. Et c'est une femme d'un courage absolu, qui s'était imposée et qui avait permis justement de faire fuir cet agresseur. Et on avait d'ailleurs dit sur ce plateau, pourquoi personne n'en parle. Deux, cette femme, il faut qu'elle soit décorée d'une bravoure, d'un courage. Regardez une séquence qui sera à découvrir en intégralité à 14h sur CNews. Marcel, une mère de famille d'une quarantaine d'années d'origine brésilienne, se rend chaque jour à son travail dans la capitale en RER. Il ne lui était jamais rien arrivé jusqu'à ce matin-là, à 9h30, lorsqu'un homme s'est assis à côté d'elle. Et lui, il commençait à s'approcher. Ça commençait à s'approcher, mais je pensais que c'est parce que les gens partaient. Et du coup, je n'ai pas fait très attention et j'ai juste senti qu'il sentit très mauvais. Il sentit vraiment très mauvais. L'homme se rapproche de plus en plus. Marcel sent que la situation n'est pas normale. Et je m'ai tournée, je commençais à me coincer vers plus en plus dans la fenêtre parce que je dis c'est bizarre qu'il s'approche autant. Et ce n'est qu'une fois que le wagon a commencé à se vider que l'agresseur va commettre des actes ignobles dont la mère de famille a encore du mal à parler 6 mois après les faits. C'est là qu'il m'a coincé les jambes. Il me coinçait les jambes, qu'il s'approchait de moi, qu'il s'est projeté plus pour moi, qu'il s'est masturbé, qu'il éjaculait sur moi. Il s'est levé, j'étais là, il met son sexe devant ma visage, mais carrément devant ma visage, à peine quelques centimètres pour le toucher. Et c'est le moment que le train s'est arrêté et qu'il est parti en courant. Et c'est là que je réalisais que j'avais partout. Parce que, voilà. Et je courais et je commençais à crier. C'est un témoignage parmi tant d'autres. Le tabou aussi dans le tabou, c'est d'aller sur les chiffres. Par exemple, les agressions dans les transports en commun, les agressions sexuelles, il y a une surreprésentation étrangère. 62% des agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France, ces agressions sont commises par des étrangers. Il faut le dire ou pas? Il faut en parler? Il faut se poser la question ou pas, Mathieu Hoc? Ce déni-là aussi est un déni qui empêche d'aller sur des solutions pour éviter que ça se reproduise. Pas qu'autant, du moins. Mais naturellement, quand vous niez le réel, vous êtes en incapacité de pouvoir apporter des bonnes solutions, des bonnes propositions pour répondre justement. Il n'empêche que aujourd'hui, nous apprenons que 3 femmes par un Malien multirécidiviste. Alors on va vous dire, oui, mais alors heureusement elles s'en sortent bien, mais bon, vous savez, il est déséquilibré psychologiquement. Hein. Vous vous rappelez Monsieur Hugon Delatte? Rappelez-vous, tapez Hugon Delatte, ce qu'il a dit à la mère de Lola, voilà. Donc c'est Dalia Ben-Kiret qui était l'agresseuse. Il a osé dire à la mère de Lola que, oui, si on avait appliqué l'aide gratuite, ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, à Madame Ben-Kiret, l'agresseuse donc de Lola, eh bien, nous n'en serions pas là. Et vous voyez comment ça se passe dans la tête d'un gaucho. Hein. C'est complètement vrillé, complètement tordu. Au lieu de nous dire, Lola a été agressée par Madame Ben-Kiret, Dalia Ben-Kiret, qui était une OQTF qui n'avait rien à faire sur le territoire, il nous dit non, nous avons eu raison de l'accueillir, mais notre erreur, c'était de ne pas appliquer l'aide médicale d'État. L'AME, et oui. Et vous voyez que si l'AME, dans mon monde idéal de gaucho, avait été appliquée, eh bien, Madame Ben-Kiret aurait été soignée et elle n'aurait pas agressé Lola. Vous voyez comment on arrive à penser dans la tête d'une personne de gauche. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'on te montre que notre capacité d'accueil est dépassée, qu'il y a un problème et tout. On te dit non, on les accueille puis on va les soigner. Mais moi, je suis psychologue, Monsieur Hugon Delatte, et je vais te dire un truc. On ne soigne pas une malade comme Dalia Ben-Kiret, d'accord? C'est pas parce qu'elle aurait soigné... Si tu idéalises la psychiatrie ou la psychologie, qu'est-ce que tu crois qu'on aurait pu faire pour soigner cette... Enfin, je retire le mot, parce que... Qu'est-ce que tu crois qu'on aurait pu faire? À se dire réel. Et le réel est le suivant, c'est que l'état de droit sur les questions migratoires ou sur les questions judiciaires a créé des zones de non-droit dans la mesure où aujourd'hui,
il ne permet plus de protéger les citoyens, il n'est plus adapté à l'évolution de la société qui va vers plus de violence et plus de barbarisation avec des actes et des faits qui sont sans commune mesure avec ce qu'il se faisait il y a encore 15-20 ans. Et c'est un des vrais sujets, comment réformer l'État de droit pour justement permettre d'accompagner cette augmentation de la violence et de l'insécurité. Moi j'ai aussi une pensée pour la famille de Philippine. Vous savez qu'il y a plus d'un an et demi, on a eu à peu près le même sujet, alors d'une manière XXL, c'est-à-dire le meurtre de Philippine, qui avait été une étudiante retrouvée dans le bois de Boulogne, tuée par une personne sous OQTF également. Qu'est-ce qui s'est passé depuis septembre 2024 en termes de réflexion sur l'exécution des OQTF, réflexion sur les peines qu'on peut prononcer vis-à-vis des personnes qui commettent des agressions sexuelles? Tu prends des médicaments, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'il y a quoi comme solution chimique? Alors je ne vais pas citer les marques, enfin si vous les connaissez tous, le Risperdal et compagnie, ce sont des antipsychotiques. Ok, très bien. Mais tu crois que c'est efficace à 100% et qui fait que ça empêche un passage à l'acte? Tu crois que réellement, Madame Benkired, si elle avait été prise en charge par l'AME, parce que notre système de santé il est tellement parfait, la psychiatrie est tellement efficace, je rappelle qu'on ne laisse plus personne dans les murs aujourd'hui en hôpital psychiatrique, ce sont des soins en ambulatoire, on prend des molécules que les personnes prennent, on les oblige pas à les prendre, hein, donc elles peuvent pas les prendre, et tu crois que réellement Lola aurait été sauvée? Mais quel monde? Mais dans quel monde? Là en l'occurrence, nous, on sait pas. Vous disiez tout à l'heure 50 prisons potentielles. Il a probablement fait moins. En tout cas, l'agresseur de Philippine avait été récidiviste. Il avait commis un viol avant le viol de Philippine et le meurtre de Philippine. Il avait pris que 10 ans. Il avait sa peine encourue, c'était 10 ans. Il avait pris 7 ans. Et il avait été libéré au bout de 2 ou 3 ans, me semble-t-il. À un moment donné, il y a un problème dans la philosophie et dans la doctrine judiciaire avant même de poser la question des moyens. Il était allé au maximum de sa détention dans le centre de rétention administrative. Et le drame qui avait sidéré la France, bien sûr, et on a une pensée pour la famille de Philippine, il avait été pris à bras-le-corps par Bruno Retailleau, qui avait dit « Moi, en tant que ministre de l'Intérieur, je vais me battre pour qu'il n'y ait plus de Philippines. » Bien sûr. Pour qu'il n'y ait plus de drames comme celui-ci. Il a fait une proposition. D'où la proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée et qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel.